Un cerveau que l'on dit détruit est-il compatible avec la vie, le bonheur, l'amour? Je m'appelle Cédric Bélinage, j'ai 51 ans, je suis marié et père de 5 enfants. J'avais 43 ans ce 24 août 2014. Ce 24 août 2014, mon épouse Amélie fait une fausse route d'alimentation, c'est-à-dire qu'elle avale de travers un morceau de viande qui lui obstrue la trachée. Elle s'étouffe, son cœur manque d'oxygène, son cerveau manque d'oxygène. Elle perd connaissance et ce ne sont pas les modestes gestes de secourisme que je vais pouvoir tenter à seconder des enfants qui sont présents, qui pourront inverser le processus. Les pompiers arrivent très vite, le service médical d'urgence à suivre et arrive enfin à désobstruer la trachée. Au décours de la désobstruction, il semble se passer quelque chose, mais Amélie est mise sous coma artificiel, sous ventilation artificielle et sous alimentation artificielle. En quelques minutes, la vie a basculé et la violence du choc est comme un violent glissement de terrain qui met à nu toutes les couches géologiques qui vous constituent, qui se sont accumulées en vous depuis le premier jour, sans que vous puissiez encore savoir, lesquelles sont simplement mises à nu, celles qui seraient blessées ou celles qui seraient peut-être déjà amputées. Explore ton monde. Les premières couches géologiques que l'on va voir réapparaître, c'est la famille et des amis extraordinaires qui vont pouvoir venir en couverture et en fondation faire en sorte que l'ensemble ne s'effondre pas. 36 heures après son accident, une tentative de réveil est faite pour Amélie, c'est-à-dire qu'on essaye de la sortir du coma artificiel. Je suis auprès d'elle, c'était la nuit, et par 2 fois, alors qu'elle est totalement immobile, je la vois lever comme ça 2 fois les mains vers le ciel. Les médecins diront par la suite que ce n'était qu'une activité réflexe. Et puis surtout, je vois l'infirmier et l'interne qui s'inquiètent et qui s'agitent parce qu'ils voient apparaître soudainement des micro-tremblements sur son visage et son corps qui vont aller en s'amplifiant. À partir de là, il va me falloir apprendre très très vite ce que c'est qu'un état de mal épileptique. Un état de mal épileptique, c'est une crise d'épilepsie qui ne s'arrête pas. On mesure l'activité électrique du cerveau par un électroencéphalogramme qui en donne une image. Et vous avez ici l'électroencéphalogramme d'une personne dite normale. Et voici l'électroencéphalogramme d'Amélie à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on peut y lire? Que c'est illisible, que c'est très intense, que c'est totalement anarchique, qu'il y a des à-coups épileptiques. Grosso modo, le cerveau est comme une machine dont le BIOS serait attaqué, qui n'arrive pas à rebooter, qui n'arrive pas à se relancer, elle bug, ça tente de fonctionner dans tous les sens, mais rien ne fonctionne. Le plus grave, ce n'est pas l'intensité du phénomène, c'est le fait qu'il dure et qu'il ne s'arrête pas, tant qu'on peut penser que cela crée et même aggrave les lésions. Le médecin que je vois le lendemain et qui m'attrape par le bras me dit « Monsieur, ce n'est pas grave. Monsieur, c'est très grave. » Et effectivement, c'est très grave. Le 29 août, 5 jours après l'accident, je visite Amélie le matin. Je sais qu'ils ont tenté depuis plusieurs jours quelques traitements dont les résultats ne sont pas très encourageants. Et là, je vois qu'ils ont arrêté l'alimentation et l'hydratation. Et ça, c'est un deuxième choc peut-être plus fort que le premier, parce que je sens et je pressens là que le regard des médecins et le mien sur la malade commence à diverger. L'après-midi, ils me reçoivent, nous avions un rendez-vous, et il m'a dit que les derniers traitements étaient effectués, qu'il n'y a plus d'espoir, il ne sert à rien d'attendre. Amélie va mourir, et de toute façon, même si elle ne mourrait pas, ce à quoi il ne croit même pas, de toute façon, elle ne se réveillera jamais. À ce moment, je suis un homme à terre, mais qui aura, fort de cette prescience, peut-être juste la force de pouvoir leur dire « Docteur, ça va trop vite,
trop de précipitations, je ne suis pas prêt, parce que je sais, moi, qu'elle m'aurait dit que ça allait trop vite. Alors, ils vont reprendre l'hydratation, mais pas l'alimentation, et dans les jours qui suivent, pour faire face au phénomène, faire face à la situation, eh bien, je n'ai que ce que je suis et ce que je sais. Et moi, qui suis un modeste ingénieur agronome, je sais, moi, que la carte n'est pas le territoire. Je sais, docteur, que l'examen n'est pas la malade. Vous ne pouvez pas réduire Amélie à son électroencéphalogramme. Oui, c'est grave, c'est très grave. Mais ne la réduisez pas à son électroencéphalogramme. Et puis, docteur, je sais, moi, ce que c'est que des statistiques. Vos statistiques sont biaisées. Si vous leur avez tous arrêté l'alimentation et l'hydratation, c'est normal, docteur, qu'aucun ne soit réveillé. Oui, vos statistiques me disent que c'est grave et que c'est très grave, mais elles ne me donnent aucune certitude. Et puis, le fils que je suis sait ce que c'est qu'une prédiction autoréalisatrice. Car le fils que je suis a vécu 4 mois plus tôt la mort de son père. Papa avait fait une sorte de fausse route également, mais qui, lui, ne l'a pas étouffé. Lui, il a donné une infection pulmonaire. Et le médecin qui le voit le vendredi nous dit, de toute façon, il ne passera pas le week-end, il ne faut pas le nourrir parce que sinon, il va à nouveau s'étouffer. 3 semaines plus tard, papa était toujours là. Et comme l'arrêt de la nutrition provoque des œdèmes, eh bien, on arrête l'hydratation. 5 semaines après son accident, papa était toujours là. De quoi est mort papa? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est ce qu'est une prédiction autoréalisatrice. Alors, je goûte, moi, à la gentillesse et à la délicatesse des infirmières et des aides-soignantes qui sont auprès d'Amélie. J'apprécie la disponibilité des médecins, et c'est là sans doute leur première qualité. Ces médecins qui m'écoutent, ou plutôt qui ne m'écoutent pas vraiment. Monsieur, vous allez finir par comprendre. Monsieur, c'est une fin de vie. Techniquement, ce serait de l'acharnement thérapeutique, ce serait de l'obstination déraisonnable. Monsieur, je crois que vous avez perdu votre femme. À une amie qui visitait Amélie, écoutez, ça ne sert à rien de lui parler là, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Et jusqu'au chef de service qui me dira, monsieur, je connais vos convictions, je connais les siennes, je connais les vôtres, mais je dois vous le dire, son projet de vie, c'est de mourir. Son projet de vie, c'est de mourir. Je vous laisse le recevoir. Moi, son projet de vie, c'est de mourir, ce sera 2 jours et 2 nuits d'intense, très intense insomnie, et qui vont se conclure par un cri, un véritable cri des profondeurs. Amélie, je t'aime. Et puis, monte une colère intérieure, sourde et forte. Docteur, je vous interdis de dire ça. Docteur, son projet de vie, c'est de mourir. Ce n'est pas médical, c'est autre chose, mais ce n'est pas médical. Et puis son projet de vie, docteur, il lui appartient d'abord à elle. C'est une affaire entre elle et moi, une affaire entre elle et vous, entre vous et moi, entre vous et nous, mais certainement pas à vous tout seul. 2 jours pour comprendre, 15 jours pour se faire entendre. Et comme je suis peut-être le seul qui observe encore Amélie, rompu peut-être aux sciences de l'observation, eh bien, je m'aperçois qu'Amélie redonne le rythme au ventilateur. Ça ne change rien, l'état de mal est toujours là et même il s'aggrave. Mais comme l'alimentation est arrêtée, je sais que l'heure tourne, il est temps de décider. Et donc, je vais leur donner le feu vert pour l'arrêt de la ventilation, pour débrancher, comme on dit. Mais je vais juste mettre une condition. Docteur, j'ai compris. Elle va mourir et si elle ne meurt pas, elle ne se réveillera pas. Mais docteur, vous allez lui laisser une chance. Vous allez lui laisser une chance de vivre parce que cette chance, elle ne vous appartient pas,
et elle ne m'appartient pas. Vous allez faire une extubation normale. Le 5 septembre, 2 jours après son accident, Amélie est extubée. C'est-à-dire qu'on lui enlève le long tube qui va jusqu'au fond de la trachée. Et Amélie respire. Elle respire même très bien. Et de toute façon, en plus du premier coup, mais j'ai été prévenu, il n'y aurait pas de deuxième coup. Alors il va me falloir encore 5 jours pour imposer la reprise de l'alimentation. Vous comprenez, monsieur, c'est encore une fin de vie. Et puis, durant tout ce temps, et comme durant les semaines qui suivent, en fait, je n'ai eu aucun espoir. On ne m'a pas laissé le temps d'avoir de l'espoir parce que l'alimentation est arrêtée, le temps tourne, je suis pressé de toutes parts. Je n'ai pas eu le temps d'avoir de l'espoir, mais ce que j'ai reçu, je l'ai reçu d'Amélie. Et ce que j'ai reçu, c'est l'espérance. Et qu'est-ce que c'est que l'espérance, si ce n'est à vue humaine, l'émerveillement d'être encore habité par la vie. Le 16 octobre 2014, 7 semaines après son accident, Amélie se réveille. Elle prononce ses premiers mots de langage articulé, ces premiers mots que comprendra une amie qui vient la visiter en premier. Ces premiers mots, je ne sais pas ce qu'ils veulent dire, mais je vous les donne. J'ai faim, j'ai soif et j'ai mal au dos. Alors, de toute cette histoire, eh bien, j'ai fait un livre, une pièce de théâtre. Plus je l'ai aimé, est une pièce de théâtre. Et pourquoi une pièce de théâtre? Parce que le théâtre, c'est des mots, des paroles, des dialogues. Et à quoi servent les mots et les paroles, si ce n'est dans les situations extrêmes, à peser et sous-peser le poids et la valeur de la vie. 16 mois d'hospitalisation qui seront pour Amélie à la fois une victoire, une semi-victoire, une semi-défaite et peut-être même pour certains une défaite puisqu'Amélie reste lourdement handicapée. Et le handicap a cette particularité d'être comme une prison qui se resserre, dont les murs se rapprochent de vous, tant il a réduit le champ de vos possibles, des vôtres, mais également celui de vos proches, tant il est difficile de faire certaines choses avec Amélie ou pour nous, mais aussi pour elle, et tant s'occuper d'elle consomme tellement d'énergie. Et puis il y a aussi tous ces murs du deuil à franchir, du deuil de la vie d'avant pour passer à la vie d'après parce qu'il n'y a plus de vie d'avant. C'est du mur du deuil qui vont du déni à la colère en passant par la tristesse jusqu'à l'acceptation et à la reconstruction. Ces murs du deuil qui viennent et qui reviennent tant les frustrations sont importantes. Rien ne dit qu'Amélie les aura franchis avant sa mort ou même avant ma mort. Mais ce que nous savons tous deux, c'est qu'il y a un mur infranchissable que nous aurons à franchir. Et ce mur, c'est la mort, mais il ne viendra que lorsqu'il sera l'heure. Alors, comment vous présenter Amélie? Amélie voit flou et double, ça c'est neurologique. Elle qui lisait 3 bouquins par semaine, elle peut se tenir debout, mais elle n'a pas d'équilibre. Elle peut bouger tous ses membres, mais elle n'a pas de préhension fine qui lui donne de l'autonomie. Elle reste fortement épileptique. Elle est infidèle à elle-même. Je dirais que la situation a même fait en sorte qu'elle a un peu amplifié, multiplié, décuplé, centuplé son mauvais caractère. Mais pourquoi vous décrire une personne handicapée parce qu'elle ne peut pas faire plutôt que parce qu'elle peut faire? Amélie était encore à l'hôpital et je me souviens très bien qu'un soir où je la visite, elle me dit très précisément « Il faut que tu prennes la méthode de lecture Léo et Léa dans le 2e étagère du placard de la cuisine que j'avais acheté pour Blanche parce qu'il est le moment où elle est sensible à la lecture. » Vous savez qu'il existe un moment où une phase où les enfants sont particulièrement sensibles à la lecture. Blanche avait 6 ans. Et 2 mois après, Blanche savait lire. L'instinct maternel est inaliénable. Et que dire de cette victoire familiale, victoire de tous ceux et celles qui accompagnent Amélie lorsque le 4 juillet 2020, au prix d'efforts importants, elle va accompagner pour son mariage notre fils aîné,
tout le long de la nef de l'église jusqu'à l'autel. Il est des pas qui en valent plus que d'autres. Alors, on pourrait tirer des tas de leçons de notre histoire. On pourrait tirer des leçons sur ce que c'est que l'état de mal épileptique lorsqu'il est réfractaire au traitement, sur ce qu'on en sait, sur ce qu'on n'en sait pas vraiment, sur ce que c'est que l'éthique médicale, celle qui tente de vous arracher un consentement, sur ce que c'est que l'éthique médicale en fin de vie, sur ce que c'est que la fin de vie elle-même. Est-ce que la fin de vie, c'est ce sous-statut de citoyenneté où un médecin ou un collège de médecins, mais ça ne change rien, peut décider seul et au final de votre destinée? Est-ce que ce n'est pas le moment où il est le plus essentiel de prendre le temps nécessaire, tout le temps nécessaire pour construire un consensus fort et explicite, tant l'incertitude s'y mêle à la certitude, le naturel à l'artificiel, tant le déraisonnable y côtoie le raisonnable, et tant le mystère de la vie y est le dernier compagnon de la souffrance jusqu'à la fin. Mais ce que je voudrais vous laisser, c'est un simple témoignage. Parce qu'un jour, peut-être dans votre vie, et certains l'ont peut-être déjà vécu, vous aurez à choisir entre le bonheur et l'amour. Choisir entre le bonheur, ce bonheur que nous cherchons tous, ce bonheur que je vous souhaite le plus grand et le plus fort possible. Mais cet état de bonheur, qui est un peu comme l'état de bonne santé, et comme le dirait le docteur Knock, c'est un état précaire qui ne présage rien de bon et le handicap nous le rappelle tous les jours. Choisir entre le bonheur et l'amour qui est en vous, l'amour que vous portez, l'amour qui est vous, l'amour qui est la vie de votre vie. Eh bien, si un jour vous avez à choisir entre le bonheur et l'amour, explore ton monde, retrouve cette liberté intérieure qui seule te donnera une paix profonde, parce que la liberté n'a jamais été de faire ce que je veux, encore moins ce qui m'arrange, ni même ce qui t'arrange. La liberté, c'est d'abord de savoir ce que je fais. Alors, le témoignage que je peux vous rendre, c'est que simplement lorsque, quand c'est grave, même quand c'est lourd, même quand c'est dur, même quand c'est très dur, même quand c'est extrêmement dur, et même si ça dure, il est un choix qui ne m'a jamais laissé le moindre regret. Merci et bonne route à tous.